Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur europe1.fr, à nous écouter en voiture peut-être. Vous êtes en train de faire un petit trajet là. Alors ça y est, c'est fini les vacances, hein, certainement. Vous êtes peut-être dans les embouteillages. En tout cas, vous êtes avec nous. Vous êtes peut-être à la maison tranquillement en train de préparer un cake aux poires. C'est le gâteau préféré de Valérie Benaïm. J'espère que vous pensez à nous. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous tous les jours entre 16h et 18h sur Europe 1. Et vous, nous le rendez bien. Il y a Olivier d'Artigol qui est avec nous, bien entendu, comme tous les jours. Quel bonheur. Vous pouvez dire bonjour, Olivier. Bonjour. Non, mais il est subjugué par mes paroles. Voilà. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un souci ? Ça se passe mal la Je cohabitation. démarre doucement pour terminer fort. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, donc tout va bien. Je sais pas, mais on attendais dirait que que vous vous avez- demandiez vous avez- une vous nouvelle avez- recette de cuisine. Vous avez une tête, on dirait que vous avez croisé Rima Hassan. Non, ça va ? Mais elle est là. Elle est là. Mais c'est vrai, ça va, faites pas cette tête-là. Très bien. Non, ça mais va, franchement. Et Valérie Benaïm est avec nous. Oui, Merci bonjour, Valérie bonjour tout le Benaïm. monde. On est Mais assortis nous sommes aujourd'hui. habillés pareil Mais oui. aujourd'hui, Oui, c'est vrai, ça me Ah, fait c'est bien drôle. plaisir. C'est bien le seul point commun que nous avons. Oh, écoutez, Merci. Non, je rigole. Respect de la... toujours agréable. Fabien Lecoeuvre est avec nous. Merci. Bonjour, d'être là. bonjour à tous. Merci, vraiment. Très beau. Ah oui, Vous êtes très élégant en ce moment. c'est vrai. À mon Je sais avis, pas pourquoi. ça cache quelque Ouais. chose. C'est vrai. Oui. Il a laissé Ouais, tomber vous les avez bien blousons, raison. il a remis les Oui, vestes. ça lui va bien. Tout lui va. Vous savez, quand on a son physique, on peut tout se permettre. Et bien entendu, mon petit protégé. Il est là tous les jours à mes côtés. C'est Présent. mon petit moment de bonheur. Je le vois entre 16h et 18h. Et le week-end, bien entendu, sur C8. Gauthier Lebray. Applaudissements pour lui. Ah, il faut l'applaudir en plus. Oui, j'applaudis. Bonjour Oui, Cyril, j'applaudis bonjour à Gauthier tous. Lebray. Oui, Quand même, j'avoue. deux poids, deux mesures dans cette émission. Oui, c'est le concept. Oui, mais c'est le concept, exactement. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On a énormément de sujets sur lesquels on va revenir, bien entendu. Et puis, tiens, j'aimerais que vous réagissiez aussi à cette proposition qui a été faite par Christian Estrosi. On va en parler dans un instant. Vous l'avez vu ou pas ? De retirer les HLM, les HLM aux familles de dealers. Oui. Voilà, on va en parler dans un instant. Merci, vous avez vu, il n'y a que moi qui suis l'actu. Merci. Non, ça fait plaisir. Hein. Merci, heureusement que je suis là. Je le les gars. savais. Oui, vous le saviez, oui, bien entendu. On est heureux aujourd'hui parce qu'on a un invité qui vient nous voir pour un livre vraiment extrêmement intéressant. Je sais que Valérie Benaïm, quand j'ai lu le livre, je me suis dit c'est pour Benaïm. Ben oui, moi qui suis passionnée par l'histoire judiciaire, mais c'est pour vous. C'est un livre qui est fait pour moi, Et effectivement. Gilbert Collard est avec nous, avocat et ancien député européen. Merci Gilbert Collard d'être avec nous sur Europe 1. Merci, bonjour à vous. Ça nous fait bien plaisir parce que vous publiez le premier tome de vos mémoires titré Indéfendable mémoire. Dans cet ouvrage, vous revenez sur votre carrière d'avocat. Vous abordez les affaires judiciaires qui vous ont marqué, bien entendu. On va revenir dessus parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. Vous savez nous les raconter, vous allez raconter à nos auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, Gilbert ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? Le besoin d'argent. Ah bah c'est ça, vous avez bien raison. Vous savez, c'est ce qui Gilbert Collard. C'est ce que Ferdinand Céline répondait quand on lui posait. Pourquoi avez-vous écrit Le voyage au bout de la nuit ? Le besoin d'argent. Vous savez, c'est ce que répondent les gens qui sont ici quand on leur dit pourquoi vous êtes sur Europe 1, le besoin d'argent. Voilà. Non, parce qu'il y a un moment donné où on a besoin de faire ce que j'appelle une psychanalyse historique. C'est-à-dire de reconstruire sa vie dans le passé. Parce que quand on vit le moment, on n'arrive pas à l'analyser. Bien sûr. Tu verras plus tard, quand tu feras le point dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu diras, mais quand même, à ce moment-là, j'ai vécu l'événement, je l'ai ressenti, je l'ai traversé, mais j'ai pas été capable de l'analyser dans sa totalité, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'écriture, Lacan disait que c'était vraiment le facteur analytique, l'écriture, puisqu'il a ajouté que seuls les romanciers comprennent l'inconscient. Bon. Quand on se met à écrire, moi je vois, quand je raconte par exemple l'affaire Ranucci, je trouve des choses, quoi, notamment l'épisode Bien incroyable où l'avocat de Ranucci, Paul Lombard, perd la voix. Ça, on va revenir le dessus. Je deviens aphone, quoi. Quand je revis ce moment, je me dis, mais quand tu l'as vécu, tu n'as pas perçu tout ce que ça voulait dire. Ouais. Tu vois, on passe à côté de plein de choses de la vie, parce qu'on peut pas, qu'on n'a pas la capacité d'analyser dans l'absolu tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Et ça me fait infiniment de bien de reconstruire ce passé à côté duquel je suis passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on est replongé dans l'époque
où ça a lieu. Donc pour nous, c'est des petites qui l'avons pas forcément vécu. Bien sûr, oui. On retrouve aussi la façon de penser de l'époque. Et en même temps, on chausse les lunettes de 2024. Donc ça nous permet d'avoir ce va-et-vient constant entre la façon dont on appréhendait la justice à l'époque et aujourd'hui. Absolument, oui. Vous vous rendez compte d'une peine de mort pour Ranucci, quoi. Aujourd'hui, si la peine de mort existait encore, il y aurait des peines de mort toutes les semaines. Et que vous n'avez pas demandé d'ailleurs. Ah non, j'ai toujours été contre la peine de mort et je reste contre la peine de mort. Merci Gilbert Collard. Gilbert Collard, on va revenir bien sûr sur beaucoup d'affaires et je voudrais revenir sur 2 petites secondes parce que je voudrais faire réagir les auditeurs sur cette phrase que vous avez prononcée chez Jean-Marc Morandini ce matin. On est un pays qui est foutu. Réagissez à ça, 01 80 20 39 21. J'aimerais bien que vous en parliez, qu'on en parle avec Gilbert Collard de cette sortie que vous avez faite. Pourquoi vous dites ça, Gilbert Collard ? Parce que un pays qui arrive au moment où il n'a plus de solution, un pays dont les assises matérielles, la sécurité, l'ordre, l'autorité, les institutions ne fonctionnent plus, n'existent plus, c'est un pays qui est foutu. Sauf s'il y a un surgissement, mais lequel ? Quand on en est à dire on devrait envoyer l'armée dans les banlieues, pourquoi pas au Sarès, quoi, pendant qu'on y est, hein. Bon, ça veut dire que il y a une incapacité absolue du monde politique, et j'en ai fait partie, donc je prends ma part de responsabilité, du monde intellectuel même, du monde des commentateurs, à trouver les solutions, quoi. On est à la fin du fonctionnement de la démocratie, quoi. Alors, j'espère que quelque chose d'autre surgira, mais où sont les intellectuels qui pensent ce renouveau ? Où sont les hommes politiques capables ? Moi, je l'ai dit et je le répète, il faut un ministère du courage, quoi. Voilà, il faut un ministère du courage. Parce que se faire élire, réélire, c'est bien beau. Bon, on est content quand on est élu. Alors moi, quand j'ai été élu, j'étais député. C'est de la merde. Ah ouais, je te jure, vraiment. Mais ça sert à quoi en fait, justement, Gilbert Collard ? Ça sert à quoi ? Je l'ai dit, on m'a insulté. Mais non, alors vous savez que il y en a qui le disent de plus en plus. Vous voulez que je vous dise ? On va en parler dans un instant. On m'a insulté quand je l'ai dit. Mais je vais vous dire un truc, Gilbert Collard. Beaucoup de députés avec qui je parle en off me disent ça ne sert à rien. Je vous le dis, mais bien sûr, en on, ils le diront jamais. Ah mais non, mais moi je l'ai dit, moi, à haute voix. Alors justement, on va en parler dans un instant, c'est intéressant ça. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1 pour poser des questions à Gilbert Collard qui est notre invité, puis pour réagir à cette phrase. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gilbert Collard ? On est un pays qui est foutu. A tout de suite sur Europe 1, on revient dans 2 minutes. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h12 sur Europe 1. Si on marche sur la tête, Gilbert Collard est avec nous pour la sortie de son livre Indéfendable mémoire chez Mareuil Éditions. Ranucci, la tuerie d'Auriol, Flactif, l'affaire Flactif, je la connais par cœur. L'affaire Flactif, incroyable. Extraordinaire. Incroyable. Les bébés échangés également. Alors, on va en parler dans un instant parce que ça c'est vraiment des affaires qui ont marqué les Français. Hein. Ouais. Ranucci, c'est incroyable. Moi aussi, je connais Marguerite, mais c'est vrai que Flactif, je crois que je l'ai vu. C'est la première fois qu'il y a le meurtrier qui passe à la télévision. Ah oui, mais le meurtrier, il était passé... David Otia, comme on veut. C'est ça. Oui. C'est Pujadas qui l'avait interviewé, je crois. Et c'est sa femme surtout qui parlait. Exactement, c'est ça. Lui, il était derrière. Et ils ont démoli la victime, si tu veux, en essayant de présenter ce pauvre homme, Flactif, comme un escroc, un bandit, un brigand. Et alors, ils s'étaient inspirés d'un autre crime pour commettre leur crime. Hein. C'est quand même... Alors, c'est la première fois, je crois... Non, Patrick Henry l'avait fait déjà. Mais c'est la deuxième fois qu'on voit un assassin se mettre en scène à la télé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est extraordinaire. Et je me rappelle très bien de l'extrait. Il y a sa femme, je crois qu'ils sont dans la cuisine. Exactement. Et il y a sa femme qui parle énormément, qui dit oui, mais ils se montraient beaucoup. Voilà, ils avaient des belles voitures, etc. Et voilà, la jalousie, la question. Et lui derrière dit oui. Ça, exactement. Oui, c'est pas étonnant qu'on les tuait, c'est pas étonnant qu'ils soient partis. C'est ça. Vous étiez l'avocat de l'un des co-accusés. Moi, je suis l'avocat de l'un des co-accusés, l'un des co-accusés, qui était. Mais alors, ce que j'essaye de raconter, mais c'est difficile à faire comprendre, quoi. C'est que la fréquentation avec tous ces assassins nous confronte à l'incompréhension, quoi. Franchement, quand on interroge un assassin, et j'en ai vu, il y a un moment donné où on est au-dessus d'un abîme. Hein. On est au-dessus d'un abîme. Hein. Moi, il m'est arrivé de regarder des tueurs et de me dire, mais quand même, ce type, je parle par exemple de Patrice Allègre, il a tué 25 ou 30 personnes, 30 femmes, bon.
Il a l'air absolument banal, quoi. C'est ça, c'est ça. La banalité du crime. La fameuse banalité du mal. Ouais. C'est ça, incroyable, quoi. Je veux me dire, et il y a que le regard qui dit quelque chose. Il y a que le regard, voilà. Alors, ça. Gilbert, on va revenir sur plusieurs affaires dans un instant. Juste, je voudrais revenir donc sur cette phrase, on en parlait il y a un instant. Vous avez dit ce matin chez Jean-Marc Morandini, on est un pays qui est foutu. Et c'est vrai que vous êtes assez pessimiste sur le devenir de la France. Il y a beaucoup d'auditeurs qui voudraient réagir là-dessus. Oui. J'aimerais qu'ils réagissent avec vous. Je crois qu'on a Cécile qui est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile, bonjour. Ça va Cécile? Oui, Merci, vous nous appelez d'Auvergne, c'est ça? c'est ça. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Cécile, vous nous écoutez tous les jours ou jamais? Non, si, je vous écoute régulièrement. Eh ben, merci Cécile, ça me fait bien plaisir. Ça va? Vous êtes arrivé depuis cette année entre 16h et 18h sur Europe 1, vous écoutiez avant, vous êtes une fan Non, d'Europe 1. j'écoutais pas avant. Ah d'accord, J'écoutais pas avant. vous écoutez Europe 1 quand même? Oui, Même pas. j'écoute Europe 1. Ah d'accord, très bien. Bah, Non, merci. si. Non, monsieur, Voilà. Mais je suis alors, pluraliste. Cécile, Je suis pluraliste. Je suis pour la pluralité. Bah, donc vous avez bien j'écoute raison. plusieurs radios. il y a des bonnes choses partout, vous savez. Mais si vous, C'est ça. mais si vous pouvez nous Vous êtes écouter au bon entre endroit. 16h et 18h, Vous êtes au bon endroit. je pense que... Merci Cécile. En tout cas, j'ai Gilbert Collard qui est avec nous. Vous voulez réagir à ce qu'a dit Gilbert Collard il y a un instant sur les intellectuels qui ont la solution. Pour vous, ce ne sont pas eux, hein, Cécile? Non, pas que, en tout cas. Si ce n'est pas que, quand on entend parler d'intellectuels qui doivent trouver des solutions, de commentateurs qui doivent trouver des solutions, mais en fait, ces personnes-là vivent dans une sorte de tour d'ivoire, en fait, sont un peu déconnectées de la réalité. Si des solutions devaient avoir été trouvées, ça serait fait. Ça serait fait. Des intellectuels, ça fait des décennies qu'on en a. Des commentateurs, c'est des décennies qu'on en a. Des hommes politiques, c'est pareil. Et je pense qu'il y a un moment où il faudrait peut-être interroger le peuple, parce que nous, on vit tout ça. On vit ça au quotidien. Toutes les décisions qui sont prises là-haut, parfois, on trouve que c'est des non-sens. Et puis nous, on le vit au quotidien. Il faudrait peut-être interroger un petit peu plus le peuple, que le peuple soit un peu plus souverain. Bah, alors, c'est ce que, vous savez, j'ai l'impression, moi je fais l'émission depuis quelques temps sur Europe 1, j'ai énormément d'auditeurs en ligne, et c'est vrai que je me dis c'est bizarre, on a l'impression que les auditeurs connaissent mieux la France que nos responsables, et que les Français connaissent mieux, mais c'est dingue. Mais c'est normal. Bah oui, mais c'est normal. C'est normal. Oui, mais là, il y a un fossé, je trouve, qui est plus important qu'avant. Je le sens comme ça, hein. Je trouve vraiment que Alors, je pense que le fossé, il se fait parce qu'on a l'impression qu'on nous écoute plus, c'est ça. qu'on n'est plus entendu, que notre avis ne compte pas. On l'a vu par rapport au référendum sur l'immigration. Il y avait quand même énormément de personnes qui souhaitaient avoir un référendum sur l'immigration. Quand on l'a pas eu, quand on parle de la fin de vie, tout le monde est pour la fin de vie. Ça n'a pas bougé. On a eu les législatives entre-temps, je ne sais pas où c'est passé sous le tapis. On ne l'a pas vu, on ne sait pas. Et puis, il y a tout ce qui se passe au quotidien sur de l'insécurité, pas forcément sur de l'immigration, mais on peut parler de l'insécurité au quotidien, des choses que nous, on vit au quotidien, et que, effectivement, ce qu'on peut appeler les élites, eux, ne vivent pas. Ils ne prennent pas les transports en commun, ils vont pas travailler, ils n'ont pas un cadre d'horaire. C'est ça, oui. Cécile, vous avez voté aux dernières législatives? Oui. Oui, d'accord. Vous êtes contente ou déçue du résultat? Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis déçue. D'accord. Je suis déçue parce qu'il n'y a pas de majorité déjà, et que ça va être un sacré... rien va bouger, c'est le problème, c'est que tout va être un petit peu... paralysé. Je peux vous demander pour qui vous avez voté ou pas du tout? Non, mais j'ai voté plutôt... De toute manière, il y a 11 millions de déçus du côté RN. Non, attendez, et Cécile disait, vous avez voté plutôt? J'ai voté à droite. J'ai plutôt voté à droite parce que je suis plutôt partisan de la droite. J'ai eu voté à gauche. Alors, Cécile, voilà. si je peux me permettre, par élimination, puisque quand même les Républicains ont fait le hold-up du siècle, donc si vous aviez voté pour les Républicains, vous auriez dit je suis contente parce que quand même c'est le hold-up du siècle. Je pense que voilà, donc ok. Non mais parce que les Républicains c'est incroyable. Hein. 47 députés, Matignon, ministère de l'Intérieur. Je pense c'est un des plus grands hold-up en politique de l'histoire. Oui. Ah mais vraiment, c'est incroyable. Après, Bruno Retailleau est là aussi dans le discours pour représenter les électeurs du Rassemblement national. Oui, d'accord.
Bruno Retailleau, il bosse quand même. Il y a un paquet de cocus quand même. Ah bah oui, là. On a l'impression d'être à mon anniversaire. C'est la démocratie des cocus. C'est la démocratie des cocus. Moi, ce que j'allais dire, ça fait 11 millions du côté RN, 8 millions côté Nouveau Front Populaire. Non, mais c'est ce on que en a dit. déjà 20 millions là. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a 20 millions de cocus. C'est ça. Les gars. Plus ceux qui sont autour de la table. C'est intéressant ce qu'elle disait Cécile sur les référendums, parce que pourquoi il n'y a plus de référendum? C'est vrai que Charles de Gaulle avait pensé la constitution de la 5e avec des référendums. D'ailleurs, il est parti sur un référendum qu'il a perdu parce que les gouvernements veulent bien organiser des référendums si la réponse à la question est oui et s'ils sont plébiscités. Et aujourd'hui, on sait bien que le référendum est souvent utilisé pour sanctionner un gouvernement. Le dernier en date, c'est évidemment 2005, le référendum sur le traité européen perdu par Jacques Chirac. Le non l'avait emporté et n'avait absolument pas été respecté. Depuis, ça fait quasiment 20 ans, plus de référendum. Et sur l'immigration, pour qu'il y ait un référendum sur l'immigration, il faut changer la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution ne permet pas d'interroger les Français le traité de Lisbonne sur la Constitution. Le traité constitutionnel européen. C'est Nicolas Sarkozy. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, et alors c'est un problème. Le traité. C'est un problème. Allez, on va dire. Cécile. C'est une tromperie, ça. Cocu encore, là. Mais il y a un truc intéressant dans ce que dit. Cécile. J'aime bien l'ambiance d'Olivier Artigot. Quel est son prénom? Cécile, excusez-moi. Elle décrit un mécanisme que notre ami Maffezoli, que vous connaissez tous, a parfaitement analysé et qui s'appelle la sécession plébis. Ça veut dire la rupture avec le peuple. La cession, tu voulais placer? Non, ça y est. La rupture avec le peuple, voilà. Et on y est. On y est, voilà, c'est fini. Bon, alors quand il y a la sécession plébis, c'est terrible parce que ça veut dire que ça veut dire que ça va finir dans la rue à coups de poing. Ne se sont pas représentés par les députés, par l'Assemblée ni le Sénat. Mais non, attends, je veux dire que l'Assemblée, elle ne... Il n'y a plus de forum, quoi. L'université est silencieuse, l'Assemblée se tait, il reste Hanouna. Michel Barnier. Merci Gilbert, ça me fait bien plaisir. Et encore, on veut le faire taire. Exactement, oui, c'est vrai. Et encore. Le Premier ministre Barnier en est au point où il dit il faut aller ouvrir les archives des préfectures pour retrouver les cahiers de doléances des Gilets jaunes, pour voir ce qu'ils avaient dit. On peut lui rappeler assez rapidement. Il disait pouvoir d'achat, on veut pouvoir vivre dignement, et référendum d'initiative partagée, être consulté. Il faudrait mettre le paquet sur le pouvoir d'achat et la sécurité pendant un moment. Voilà. Et ne faire que ça pendant 6 mois et essayer de... Reprenez mes idées, n'hésitez pas. Mais ne t'inquiète pas, ils vont venir lui rappeler, à mon avis, dans peu de temps. Gauthier, vous pouvez dire qui a dit ça? Non, tu crois pas? Vous pouvez dire qui avait dit ça? Ah mais bien sûr, le premier en France et de par le monde qui a dit il faut mettre le paquet sur le pouvoir d'achat et la sécurité et on laisse le reste de côté. Je l'ai dit le moment d'avoir pendant un moment pour avoir des résultats, c'est Cyril Hanouna et certainement pas Olivier D'Artigol qui est un spécialiste de la reprise et du plagiat. Vous lui donnez des off, un tel m'a dit ça, il le recrache le soir dans une émission dans laquelle vous n'êtes pas. Ne dites rien, je recycle direct. C'est l'écolo, moi. Il a raison. Juste Cécile. Je peux revenir sur quelque chose qu'il vient de dire, M. Collard? Vous allez revenir dans un instant, mais pour l'instant, c'est Cécile. Cécile, est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui se dit? Cécile? Oui, mais il a raison. Oui, il a raison de dire qu'il y a une déconnexion totale entre le peuple, entre ce que pense le peuple et la façon dont on est gouverné. Enfin, on voit bien qu'il y a une cession, on voit bien que c'est plus possible et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément, qu'on comprend pas. Voilà. Nous en bas, on comprend pas. Vous faites quoi dans la vie, Cécile? Alors, je vais garder un petit droit de réserve. D'accord, très bien, d'accord, Cécile, je comprends. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est ça. Moi, quand j'entends dire, voilà, il va falloir faire des économies, va falloir. Mais bon sang, on va encore nous enlever un jour férié. Mais ça veut dire que ceux qui travaillent, on va cravacher encore plus. Mais Cécile, on est en train, quand vous réfléchissez bien, on est en train de tout nous enlever, même les jours fériés. C'est devenu, non mais je vous jure, mais c'est devenu fou en fait ce qui se passe. Honnêtement, mais tout passe. On a l'impression que tout passe. C'est ça. Je paye des impôts, voilà, parce que je travaille. Je paye des impôts. Je paye des taxes comme tout le monde. Je paye des taxes. On a une fraude fiscale qui est énorme, qui est abyssale. On a une fraude sociale qui est abyssale. Bien sûr. Mais comment les Français qui travaillent peuvent entendre de se dire on va vous enlever un jour férié, mais par contre sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, on va rien faire. Ça va prendre du temps. Rien faire. Alors, Cécile, vous restez avec nous sur Europe 1, on va se retrouver dans un instant. Moi, j'ai souvent cette formule. C'est vrai que on a l'impression que tous les Français qui font tout
tout bien, qui font tout comme il faut, c'est eux qui se font à chaque fois, squeezer à la fin. Et je vous jure que c'est vrai, c'est incroyable. Il y a un copain flic qui me disait, la police ne fait plus peur qu'aux honnêtes gens. Mais c'est ça, exactement. Je trouve que ça résume tout. C'est ça. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Gilbert Collard reste avec nous et vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite. Ah mais oui, cette semaine, vous le savez, votre radio préférée Europe 1 vous offre le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile, vous écoutez bien Europe 1 toute la journée et dès que vous entendez le top jeu Europe 1, vous avez 15 minutes pour vous inscrire au tirage au sort par SMS. Attention, il faut rester très très attentif. Le top jeu Europe 1 tombe plusieurs fois par jour. Bonne chance à tous et j'espère qu'il tombera pendant que Gauthier Lebray parle. Ça voudra dire que ce sera un magnifique top jeu Europe 1. Merci. Ça me coupera la parole quand même. Non, jamais de temps. Allez, c'est reparti pour On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 d'être aussi fidèles à ce rendez-vous entre 16h et 18h. C'est votre nouveau rendez-vous depuis la rentrée. Et merci d'être aussi fidèles à toute l'équipe qui est vraiment sympathique. Et vraiment, ils viennent justement bénévolement tous ici. Donc merci à eux. Ça fait extrêmement plaisir de voir des gens aussi motivés pour aussi peu de sous. Le plaisir d'être avec vous et les auditeurs. Continuez à vous fiche de la gueule du monde. Gilbert Collard est avec nous. Merci Gilbert Collard d'être là. Ah oui, gratos, c'est vrai. Mais promotion du livre. Oui, quand même. Mais ça, c'est pour lui rappeler qu'il doit en parler. Bien sûr, oui. Indéfendable mémoire. On revient sur un demi-siècle d'une carrière émaillée par des plus grandes affaires judiciaires. Et c'est vrai que quand on relit le livre, on se rend compte, Gilbert Collard, incroyable. L'histoire française. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ranucci, la tuerie d'Auriol. La tuerie d'Auriol, l'assassinat du juge Michel. J'ai défendu l'assassin du juge, moi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de se lever dans une cour d'assises devant des juges pour défendre l'assassin d'un juge. C'est vrai. Franchement, non, mais est-ce qu'après les procès, vous avez gardé des contacts humains, épistolaires ou avec de grands criminels? Oui. Il y en a un qui, une fois, il avait tué l'amant de sa femme. Et puis, il était allé l'enterrer. Et puis, un soir de pluie, parce qu'il faut que le scénario soit là, on n'y peut rien, la colère lui est venue, il est allé le déterrer pour le défoncer à coups de masse. Et là, comme il faisait beaucoup de bruit, il s'est fait arrêter. Oui. Eh bien, la veille de Noël, j'ai reçu un courrier de lui, me disant, Gib, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait dans la maison d'arrêt, Gib, est-ce que tu pourrais me faire un cadeau pour Noël? Envoie-moi les photos d'autopsie. Oh. Voilà. Mais on chemine là-dedans dans le livre. Alors, je raconte tout ça. À un moment donné, il faut l'évacuer, quoi. Bien sûr. Il y en a d'autres encore plus horribles. Mais bon, je ne lui ai pas envoyé les photos, bien évidemment. Mais voilà, jusqu'où peut aller la haine. Incroyable. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez si vous voulez parler à Gilbert Collard. Je voudrais qu'on remercie Cécile qui est avec nous. Et un instant, Cécile. Vous êtes toujours là, Cécile? Oui. Merci d'avoir été avec nous, Cécile. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. On est là 16h-18h. Gilbert Collard. Gilbert Collard, c'est quoi l'affaire qui vous a le plus marqué? Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué? C'est quoi? On en a parlé une fois dans une émission de radio, puis on l'a oublié. Il y a un type qui se fait arrêter pour interdiction de séjour. C'est un Espagnol. Il était interdit de séjour depuis 1946 à Marseille. Et il me désire. Je vais le voir à la maison d'arrêt. Et puis à un moment donné, il me dit « Ah, mais il faut que je vous règle vos honoraires. » Je dis « Oui, mon pauvre vieux, comment vous allez les faire? Vous êtes clodo. Bon, vous pourrez pas. » Il me dit « Si, mais écoutez, prenez contact avec l'ambassade d'Allemagne. Il me verse une pension régulièrement. Et demandez-leur, je vais vous faire un papier vous autorisant à prélever un honoraire. » Je sors de la prison, je me dis « Mais comment il peut avoir une pension de l'ambassade d'Allemagne ?» Je la fais courte. Je me renseigne et j'apprends qu'il avait une pension parce qu'il avait été déporté à Dachau et qu'il avait été témoin à charge au procès de Nuremberg. Et que depuis 1945, on n'avait pas été foutu de régulariser sa situation. Incroyable. Et ce que j'ai vu à l'audience, je n'ai jamais revu de ma vie, la présidente, au moment de le relaxer, s'est levée. Elle s'est levée. Ça se fait jamais. Tu verras jamais un juge se lever dans un prétoire. Elle s'est levée, elle a demandé à ses assesseurs de se lever. Elle lui a dit « Monsieur, veuillez recevoir les excuses de la République. Vous êtes relaxé. »
Et j'espère que monsieur le procureur de la République ne fera pas appel. Et le procureur pleurait. Voilà. De toutes les affaires, on n'en a jamais parlé de cette affaire. Hein. Il y a eu une brève une fois à la radio, mais ce type, je veux dire, témoin à charge au procès de Nuremberg, clodo sur les quais, aidé par personne, quoi. Incroyable. Incroyable, c'est fou. Franchement, c'est l'histoire qui vous a le plus marqué. On peut le comprendre. Ça me bouleverse encore maintenant quand je la raconte. Hein. Gilbert Collard, vous restez avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. Il y a Zach, il y a Dany, il y a Laurent, il y a Dominique qui veulent réagir, bien entendu. Et vous aussi, si vous avez des questions à poser à Gilbert Collard. Moi, Gilbert, j'aimerais vraiment que vous nous racontiez beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si vous avez le temps, mais nous, je pense que nos auditeurs sur Europe 1 adorent, on se régale. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, à nous raconter plein de choses. On est là, vous savez, nous on n'a rien d'autre à faire. Hein. Et puis, on est bien, on est sur Europe 1, on est content. N'hésitez pas, si vous voulez même que poser des questions à Gilbert, c'est pour qu'il nous raconte des choses, à Gilbert Collard, parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable, hein, la carrière. C'est fou, c'est bien d'avoir écrit ce livre, parce que ça nous remet dedans, on se dit, c'est incroyable toutes les affaires qu'a géré Gilbert Collard. Vous restez avec nous sur Europe 1, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h40 sur Europe 1. Merci d'être là. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. Gilbert Collard est avec nous. Et c'est vrai qu'on aime se rappeler ces histoires. Moi, c'est ma passion absolue. Hein. Donc, indéfendable mémoire. On revient sur des affaires comme l'affaire Ranucci, la tuerie d'Oriol. On en parlait il y a un instant. J'aimerais bien qu'on en reparle d'ailleurs dans un instant. On parlait des flactifs, les bébés échangés. Et c'est vrai que voilà, on parlait aussi. Et au Sarès. Exactement, c'est vrai. Au Sarès. Et on parlait des flactifs il y a un instant. C'est vrai que cette histoire était complètement folle, mais toutes les histoires comme ça. Et c'est vrai que Gilbert Collard, grâce à ce livre, vous nous donnez aussi des éléments qu'on n'avait pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir par votre prisme. C'est vrai que c'est des histoires, parce qu'avec toutes les émissions aujourd'hui qu'il y a également sur les faits divers et sur les crimes, c'est vrai qu'on a toujours les histoires, on les a tous en tête. Mais là, c'est un autre point de vue et on apprend des choses en plus. Et donc, c'est vraiment fou d'avoir par votre prisme. Je raconte, c'est pour montrer à quel point on a une vision injuste des hommes et des événements. L'avocat général Viala, qui a requis la peine de mort contre Christian Ranucci, et qui, dans son rapport de grâce, parce qu'il y a un rapport de l'avocat général qui a requis, qui est adressé au président de la République, donc à Giscard à l'époque, il s'oppose à la grâce. Il dit, il faut l'exécuter. Après l'exécution, bien après, des années après, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille. Je lui dis, comment va votre père? Elle me dit, il est mort. Je lui dis, ah oui, alors, ces derniers jours? Elle me dit, écoutez, il n'arrêtait pas de dire, et si je le retrouve là-haut? Et on lui disait, qui? Mais Ranucci, si je le retrouve là-haut. Alors, vous vous rendez compte, cet homme qui a requis la peine de mort, qu'il a assumé, il a quand même porté toute sa vie ce poids de culpabilité. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein, au point, au moment de mourir, de partir dans la mort avec l'image de Ranucci, quoi. Incroyable. Ranucci, il faut rappeler on va rappeler aux auditeurs d'Europe 1 quand même l'affaire Ranucci très brièvement, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on va quand même la rappeler. On l'a tous certainement. Voilà, il y en a beaucoup qui la connaissent, bien entendu, mais on va la rappeler quand même. Qui veut le faire? Vous voulez que je le fasse? Vous voulez Valérie Benaïm? C'était quoi? C'était l'enlèvement et le l'enlèvement et le meurtre d'une petite fille. Et il a été Maria Dolores. Vous vous occupiez de la famille de la victime. Et il a été condamné à mort et exécuté en juillet 76. Alors il y avait une affaire de pull-over rouge. Alors il y a eu un livre qui s'appelait Le Gilles Perrault, qui a divisé la France d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il y avait les partisans de l'innocence de Ranucci et d'autres qui disaient non, on a bel et bien condamné à mort un assassin. Exactement. Oui, moi, j'ai rencontré Gilles Perrault, qui est l'auteur remarquable. Hein. Exactement. Oui. Moi, alors là, vraiment, on ne me fera pas dire du mal de Gilles Perrault. Hein. Même sous la torture, si on appelle au Sarès. Hein. Jamais. Hein. Je me rappelle de discussions que j'avais avec Gilles Perrault, et il calait sur un argument à propos de la culpabilité. Il calait. Ranucci, quand il est à l'hôtel de police, pour des raisons de procédure compliquées, les gendarmes lui disent, par téléphone, on est sur les lieux supposés du crime. On a retrouvé le cadavre. Dites-nous où est le couteau. Et à distance, par téléphone, il indique aux gendarmes où se trouve le couteau.
Je veux dire que, sauf, je le disais à Gilles Perrault, si vous voulez être cohérent dans votre système, dites que les policiers, pour faire condamner à mort un individu qu'ils ne connaissaient pas, ont caché un couteau, là. Il n'y avait pas les empreintes, hein. On est d'accord, hein. Il n'y avait pas les empreintes. Bon. Mais il dit très précisément, tout le monde le confirme, lui-même le confirme, il dit où est le couteau. Ah, quand même. Comment savait-il où se trouvait le couteau si c'est pas lui qui l'y avait caché, quoi. Et il n'avait pas de réponse à ça. Ah, mais non, il n'a jamais. Et du reste, c'est ce que Giscard, lors de l'entretien entre Lombard, et Giscard, c'est Lombard qui me l'a raconté, ça. Giscard avait beaucoup insisté sur le couteau. Oui. Lombard qui va pour demander la grâce de Lombard Ranucci. qui allait pour demander la grâce de Ranucci, qui a du reste été annoncé par erreur à la radio. Oui. Incroyable. Là, incroyable. Encore. Et vous, aujourd'hui, vous êtes toujours persuadé de la culpabilité de Ranucci? Oui, papa, même, je le dis dans le livre, même Ondelat est persuadé de la culpabilité. Oui. Alors, Dieu sait que pourtant, lui, il est plutôt un fanatique de la présomption d'innocence. Hein, et on ne peut pas lui reprocher. Hein. Qu'on retrouve à 14h, bien entendu, sur Europe 1, tous les jours, Christophe Ondelat. Il y a Dominique qui voudrait réagir, Dominique qui nous appelle des Hauts-de-France. Bonjour Dominique, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Monsieur Hanouna. Je voulais vous dire tout d'abord que j'adore votre style. Donc voilà. Merci. Ça me fait bien plaisir Dominique. Merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vie Dominique ? Maintenant je suis comptable. J'ai 61 ans. J'ai été militaire pendant 6 ans, école militaire, puis corps de troupe. D'accord. Et quand je suis revenu dans le civil à 23 ans, je suis devenu comptable, ce qui n'a strictement rien à voir. Et j'ai été chef d'entreprise à 2 reprises. Donc vous savez que un petit peu. Vous savez que j'ai fait des études d'expertise comptable, hein, Dominique. Hein. Donc on va peut-être se retrouver plus tard. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Donc voilà, donc on va peut-être se retrouver ensemble. Dominique, vous vouliez réagir à ce que disait Gilbert Collard quand ce matin il disait encore qu'on était un pays qui était foutu. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique ? Sur 2 points. Tout d'abord, je suis quasiment d'accord avec lui à 98%. Je pense que le pays est quasiment foutu. Et deuxièmement, mettre l'armée dans les rues en France, c'est pas la solution parce que les militaires sont formés à défendre la nation à l'extérieur ou sur le sol si on est attaqué par un pays extérieur. Les militaires sont formés à réagir et à neutraliser toute menace de manière, je dirais pas violente, tout simplement. Oui, on est là, pour détruire l'ennemi. Et pour tirer. Hein. Et voilà. Et les militaires sont pas du tout formés comme les forces de l'ordre qui, elles, sont spécialisées, sont formées à ça pour pouvoir réagir. Je pense que c'est une idée complètement stupide de M. Estrosi. C'est Estrosi, je crois, qui a dit ça. Non, ça c'est Carl Olive. Il dit quand même des idées stupides parfois. C'est Carl Olive, c'est pas... Il disait qu'il fallait mener une guerre contre les narcotrafiquants. Oui, mais de toute façon, les lois existent. Les policiers font un travail admirable depuis tout le temps. Le problème, c'est qu'au niveau judiciaire, ça ne passe pas. Je mets de côté les magistrats qui ont des idées un petit peu bizarroïdes. Beaucoup de magistrats font leur boulot. Il faut faire des places de prison. Il faut appliquer les lois. C'est tout, les lois existent. Je ne vois pas ce qu'on va rajouter de plus dans l'arsenal législatif qu'on a. Bien sûr. Il faut simplement qu'il y ait une décision politique. Juste, Dominique, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est quand même dingue qu'il y ait énormément de policiers avec qui je discute très souvent qui me disent aujourd'hui, on ne va plus dans certains endroits. On n'y va pas parce qu'on est forcément beaucoup moins bien armés que les trafiquants, que les dealers, que les... et c'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui, Dominique. C'est fou, moi, c'est quand même dingue. Oui, mais ce qui est inversé, c'est que moi, par exemple, je me suis encore fait contrôler, parce que je suis pas loin de la frontière, il y a 15 jours par des policiers. C'était des véhicules, contrôle d'identité. Ce que j'ai fait, j'ai mis mon clignotant, mes warnings, je me suis mis sur le côté, j'ai éteint mon véhicule, j'avais mes mains, et je bouge pas. Exactement. Un policier me dit, tu t'arrêtes, bien tu fais voir tes papiers. Ah oui, y a même c'est pas tout. Maintenant, si j'ai un problème avec le policier parce que j'estime qu'il était trop loin vis-à-vis de moi, je vais rien dire, je vais au commissariat porter une plainte. Exactement. C'est tout. Mais je suis complètement d'accord. Il faut pas inverser. Le problème, c'est que maintenant, on défend la personne qui fait des bêtises pour être poli, alors que le policier, on n'arrête pas de l'accuser. Exactement. Aujourd'hui, Dominique, Dominique, ce qui se passe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait aussi tous les citoyens qui ont le sentiment de tout bien faire, ce sont eux qui se font le plus contrôler, ce sont eux qui... Et aujourd'hui, on se dit, on a l'impression qu'il y a une prime à la délinquance. Non, mais c'est ça qui est fou. Et c'est comme ça qu'on le ressent. Et j'ai une autre phrase, moi aussi, que je dis souvent. Alors, moi,
quand je le dis, bien entendu, on peut aider tout le monde. J'ai vu encore 3 milliards pour l'Ukraine, il n'y a pas de problème, 2 milliards ici. Mais j'ai l'impression qu'en France, le slogan de ce pays, c'est « on va aider tout le monde sauf les Français ». Et c'est incroyable. Je vous dis franchement, je trouve qu'on est... Et aujourd'hui, il y a plein de gens... Moi, quand je vois la situation des agriculteurs, je le dis tous les jours, aujourd'hui, on ne peut pas débloquer un peu d'argent pour les agriculteurs? Ah ben non, il y a l'Ukraine, on ne peut pas aider tout le monde. Ah oui, mais... non, mais quand même, les mecs, vous me regardez tous... excusez-moi, mais je trouve qu'on est tous d'accord, je crois, Gauthier. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais on a l'impression aussi que... Moi, je vous dis, tous les gens qui font tout bien se disent, moi je travaille de 8h jusqu'à 19h tous les jours, je fais tout bien, eh bien moi aujourd'hui je peux pas aller au cinéma avec mes enfants le week-end, alors que des dealers, je les vois dans les magasins de luxe tous les week-ends avec des liasses de billets dans les poches. Donc à un moment il y a un problème, excusez-moi, un problème dans ce pays. Non mais sur cette phrase, on aide tout le monde sauf les Français. Il faut prendre des exemples concrets. Pour aider l'Ukraine, on a enlevé tous les frais de douane, notamment sur les poulets, qui ne sont pas évidemment produits comme les poulets français. Et donc, le poulet ukrainien s'est déversé sur le marché français, sans frais de douane, pour aider les Ukrainiens. Et il y a un symbole tout récemment. Au moment où on dit aux Français, on va vous enlever un jour férié, on va mettre 3 jours de carence pour les fonctionnaires, on va moins rembourser les soins, à ce moment-là, on augmente l'aide médicale d'État de 100 millions d'euros. Le budget, au même moment, le même jour, vous annoncez moins de remboursement de frais pour les Français et 100 millions de plus pour l'aide médicale d'État. Faudrait qu'on en parle. Résultat, polémique XXL, résultat, rétropédalage du gouvernement. Mais si vous voulez, c'est un symbole. C'est un symbole. On préfère aider les poulets ukrainiens au détriment des poulets français. Et alors, il y a eu marche arrière sur... Et maintenant, l'AME est gelée. Mais c'est quand même un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Mais ils étaient prêts à mettre 100 millions. C'est 55 millions d'euros d'aide juridictionnelle aux avocats pour assister les clandestins. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les assister. Oui, mais... C'est devenu vraiment un commerce. Moi, j'avais un collaborateur à mon cabinet qui gagnait quand même, avec ses interventions pour les migrants, qui gagnait 7 000 euros par mois. Et qui ne foutait rien au cabinet. Ah, bien sûr, c'est incroyable. Incroyable. Mais je vous dis, si on mettait le nez dans chaque corporation et dans chaque... Vous ne vous rendez pas compte. On peut avoir une pensée aujourd'hui pour les salariés de Michelin et Auchan. 3 000 emplois sur le carreau. Cassés, ils l'ont appris aujourd'hui. Je sais. Ça va être terrible. C'est une déflagration. Terrible. Subvention pour les administrations publiques, 30 milliards d'euros par an. Ouais. Incroyable. Merci. C'est bien aux associations. Hein. C'est bien de le dire, Olivier d'Artigol. Merci. Subvention d'associations. De mémoire, Michelin, c'est 28 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Ouais. Il y a quelque chose qui dysfonctionne quand même. Clairement. C'est horrible quand on pense à toutes ces familles qui vont être complètement à la dérive. C'est incroyable. Non mais je vous dis, c'est fou parce qu'on a l'impression, mais je vous dis franchement, alors on est fou, ou bien il y a un problème quand même en France. Tu vois Cyril, tu me disais d'intervenir si pour ce que disait tout à l'heure notre ami qui intervenait, qui était militaire. Dans l'affaire d'Oriol, que je raconte, si le policier, l'inspecteur dont j'ai pas donné le nom, j'ai pris un pseudo parce que je veux pas le mettre dans la merde, encore qu'il doit être à la retraite ou peut-être mort, si l'inspecteur divisionnaire n'avait pas enfreint temporairement la loi, je le raconte, à un moment donné, il a le choix entre faire quelque chose qui peut lui coûter une réprimande et avancer, parce qu'on retrouvait pas tous les cadavres, ou tenter le coup de faire un truc qui est pas permis. Et il tente le coup de faire le truc qui n'est pas permis. Et c'est ce coup-là qui permet d'arrêter tous les coupables. Il faut rappeler la tuerie d'Oriol. On va en parler dans un instant. Tiens, on va en reparler dans un instant. On va la rappeler dans un instant sur Europe 1. Bien sûr. Je voudrais qu'on dise au revoir à Dominique. Merci Dominique d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je peux rajouter un dernier point. Bien sûr. Pour en revenir au sujet initial, la France est foutue et les militaires. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle toujours de sentiment d'insécurité. Bon, moi, j'ai quand même 61 ans, ça fait 40 ans quand même que je suis dans la vie active. Ce sentiment d'insécurité, c'est pas un sentiment. C'est-à-dire que même moi, pourtant moi, je mesure 1m95, je suis mince, je sais encore me défendre. Le problème, c'est que chaque mois qui passe, chaque année qui passe, chaque dizaine d'années qui passent, je sens que ça va pas. C'est-à-dire que même là, j'ai été moi je suis à côté de Roubaix. J'ai été à Villeneuve-d'Ascq pour changer, on s'en fout, c'est une histoire de portable. Eh bien, quand j'ai garé ma voiture dans le parking, je regarde à droite, à gauche, il n'y a pas quelqu'un. Je suis toujours en train de regarder, et je suis pas quelqu'un d'anxieux.
Excusez-moi Dominique, alors oui. Ça tombe là, ça tombe bien, oui, c'est vrai. Là. Ça tombe bien, c'est le top jeu Europe 1, il tombe bien. Excusez-moi Dominique, vous restez avec nous sur Europe 1. Vous venez d'entendre le top jeu Europe 1 à partir de maintenant. Vous avez 15 minutes pour jouer, tenter de gagner le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile. Inscrivez-vous maintenant au tirage au sort. Envoyez le nom de votre radio préférée Europe 1 par SMS au 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance à tous. Dominique, vous restez avec nous sur Europe 1. On est désolé, c'est le top jeu. Et vous revenez dans quelques secondes sur Europe 1 avec nous et avec Gilbert Collard. Vous restez avec nous 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous rappeler. Bien sûr, vous ne serez pas coupé comme Dominique dans le top jeu. Ça y est, c'est passé. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h03, 01 80 20 39 21, c'est le numéro pour nous appeler, bien entendu. On vous attend si vous voulez parler, voilà, bien entendu, avec Gilbert Collard. On parlait il y a un instant, il y a beaucoup de gens qui veulent réagir, surtout sur l'armée dans les quartiers, comme hier. Il y a des gens qui veulent réagir aussi à la phrase de Gilbert Collard, qu'il a dit chez Jean-Marc Morandini, en disant que la France est un pays qui est foutu. Gilbert Collard qui vient nous voir pour Indéfendable Mémoire, c'est son livre aux éditions Mareuil. Et j'aimerais qu'on revienne sur plusieurs affaires dans un instant. On revienne sur des affaires la vraiment tuerie d'Oriol, cultes. notamment. Exactement, on va en parler dans un instant. Gilbert Collard, j'aimerais bien que vous nous racontiez tout ça. Et c'est vrai que c'est dans votre livre. Et on voit vraiment, c'est pour ceux qui sont passionnés comme moi de ce genre d'affaires, c'est vrai que c'est un régal, Valérie. Ah oui, c'est vraiment un régal. Donc merci. Alors, il y a Dominique qui est avec nous il y a un instant. Merci Dominique. Oui. Désolé Dominique, c'était pour... vous êtes tombé pendant le top jeu. Vous vouliez rajouter quelque chose Oui, c'est le dernier point. C'est simplement que ce sentiment d'insécurité, soi-disant, qui existe, il faudrait que nos politiques qui sont au gouvernement ou qui sont dans les sièges de l'Assemblée arrêtent d'être dans un autre monde et commencent à s'apercevoir que les Français en ont vraiment assez. Moi, par mes amis, vu que je suis né à Roubaix, j'ai beaucoup d'amis de confession musulmane qui en ont marre de tout cet extrémisme de gauche qui existe. Ils voudraient que ça bouge. Exactement. Et le problème, c'est que eux ne peuvent pas bouger parce qu'ils se font menacer. Voilà. Je l'ai vu de mes yeux. Je suis assez d'accord avec vous, Dominique. C'est le dernier point que j'avais à vous dire. Non, mais c'était un point important. C'était un point important, Dominique. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Nous, on est là, 16h, 18h. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Gilbert Collard, je voudrais qu'on revienne avec vous sur 2-3 affaires, puisqu'on en parlait il y a un instant. On parlait d'Ossarès il y a un instant. On a parlé de Ranucci, de la tuerie d'Oriol. On n'en a pas du tout parlé. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on revienne sur cette affaire, parce que vous nous disiez quelque chose il y a un instant sur cette tuerie d'Oriol. Et j'aimerais bien qu'avant que vous nous fassiez des révélations comme celles que vous faites dans votre livre, qu'on revienne sur cette affaire et qu'on explique à nos auditeurs de quoi elle parle. Oui, rapidement, la tuerie d'Oriol, c'est l'assassinat de 6 personnes dans la nuit du 18 au 19 juillet 1981 à Oriol, donc c'est dans les Bouches-du-Rhône, et c'est dans la Bastide familiale de Jacques Massier. Alors qui est Jacques Massier ? Jacques Massier, c'était le chef de la section marseillaise du SAC, le service d'action civique, et ça avait évidemment créé un émoi national. Qui était une grosse section. Oui, c'était une grosse section, oui. Service d'action civique, c'est une organisation politique parallèle créée par le général de Gaulle. Une police parallèle. De police parallèle, qui avait à sa tête plusieurs personnalités importantes comme Charles Pasqua, qui, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, a paniqué complètement. C'est une structure qui s'est affolée, qui a déliré, et dans le Midi, il y a eu une extraordinaire histoire de conflit entre Jacques Massier ou Massier, je sais pas, on n'a jamais su comment on prononçait exactement, et d'autres membres du SAC à propos de documents. Les fameux documents du SAC que j'ai eu entre mes mains. Ah oui. Que j'ai eu entre mes mains. Alors on m'a souvent accusé d'avoir expurgé. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ces documents, parce qu'on a imaginé qu'il y avait... incroyables. Voilà. Moi, j'ai trouvé des noms de magistrats. Bon, ça m'a facilité un peu la vie par la suite, quand même. Je dois reconnaître. Bon. Ah oui, d'accord. Oui. Moyen de pression. C'est ça. Tu veux, quand tu as un procureur général qui la ramène et que tu as vu son nom dans le fichier du SAC, il se calme. Oui, c'est vrai. Il se calme. Bon, c'est sûr. Il se calme. Bon. Et Massier serait mort parce que les dissidents du SAC voulait absolument récupérer le document. Quand même, 6 morts, dont un enfant de 8 ans ou 9 ans, tué à coups de barre de fer. Avec une scène avec beaucoup d'hémoglobine. La scène est absolument effroyable. Et puis alors, comme toujours, il y a tous les éléments dont le scénariste a besoin, quoi. Le vent dans la nuit, un vent d'une violence inouïe, une maison
habité par le patriarche du Mandarum, celui qui plus tard montera une secte. Hein. On te retrouve à l'intérieur de la maison, j'ai même vu sous un lit des prières kabbalistiques. Bon, donc, j'ai dit au juge, mais comment vous avez fouillé cette putain de baraque? Regardez, sous le lit, là, il y a une prière kabbalistique. Ouais. C'est moi qui, en me penchant, l'ai trouvé. Eh ben, merde, on l'avait pas vu. Bon, mais, bon, donc il y a le lieu, il y a le vent, il y a une nuit absolue, tu vois. Et ce crime inimaginable, quoi. Les 6 personnes tuées les unes après les autres, qui descendent de l'escalier. À la tête, il y a un homme qui s'appelle Maria. Alors, je vais pas vous le dire parce que c'est dans le livre, mais et que j'ai envie quand même qu'on le lise. Bien sûr, bah oui. Maria, il se présente comme un héros des rizières, un ancien légionnaire, un parachutiste, tu vois, un type qui a fait la guerre. Et puis on va apprendre à l'audience qu'il a été réformé. Ah ouais, c'est énorme ça. Ça, c'est incroyable. Et alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le livre, j'en dis d'autres. À l'audience, on apprend qu'il a été réformé pour pied plat. Dans le type que tout le monde prenait pour un ancien de la DGSE. Incroyable. C'est un mec qui a été réformé, bon. Et c'est lui qui a dirigé la tuerie. Alors, on voyage à l'intérieur de cette histoire, dans la mythomanie. C'est pour ça que je dis à un moment donné, pour moi, vraiment, après tout ce parcours avec le crime, faites gaffe aux mythomanes. Hein. Faites gaffe aux mythomanes. C'est vraiment le mythomane, même le petit mythomane. Hein. Faites gaffe parce qu'il y a souvent, chez le mythomane, le chemin du crime. Ça, moi, chaque fois que j'ai vu un grand criminel, il y avait, chez les grands criminels, j'ai retrouvé 2 éléments, Tartuffe et le mythomane. L'hypocrite et le menteur. Et le concentré des deux? Le concentré des deux, ça te donne Landru. Vous en avez trouvé en politique, non, aussi? Ça te donne, hein? Vous en avez trouvé en politique aussi? Oui, j'en ai trouvé en politique. Gilbert Collard, pour rester avec nous, je vais appeler la personne chez qui vous devez aller après. Oui, il faut le faire, parce que sinon je vais me faire un ennemi, là. Vous inquiétez pas, je ne voudrais pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. 01 80 20 39 21, vous nous appelez également, on arrive dans 1 minute. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h11 sur Europe 1, on marche sur la tête. Gilbert Collard est avec nous pour son livre Indéfendable mémoire. Et c'est vrai qu'on parlait un instant, c'est vrai que des caractéristiques. Hein. Il disait attention aux mythomanes. Et aux Tartuffe. Exactement, aux Tartuffe. Et c'est vrai qu'il y a Gauthier Lebray qui a réagi et qui a bien rebondi une fois de plus. Merci Cyril. Qui disait vous n'en avez pas vu seulement que dans les assises, mais aussi à l'Assemblée. À l'Assemblée, c'est ça. Hein. Ah oui, mais alors là, il tue symboliquement. Hein. Oui. Et une question justement, Gilbert Collard, parce que vous avez dit député, ça sert à rien, vous avez été député français, député européen, vous dites ça sert à rien. Vous regrettez de vous être engagé en politique? Ah oui. Ah oui. Oh là là, c'est intéressant ça. Attendez, c'est la pire connerie de ma vie. Ah oui. Oh là là. C'est intéressant. Mais moi alors là, honnêtement, hein, avec Marine Le Pen et avec Éric Zemmour. Avec Éric Zemmour, je me suis. Moi, Éric, je vais pas en dire du mal, mais j'ai rejoint Éric, pas Sarah. Ça voilà, point barre. Voilà. Ça Nafo, oui. Voilà, je m'arrête là. Hein, et Marine Le Pen? Marine Le Pen, non, j'ai pas été déçu de mon parcours à l'intérieur du Rassemblement. Enfin, moi, j'ai jamais adhéré au RN, hein, sinon à la fin, très tardivement, quand c'est devenu le Rassemblement. J'ai jamais adhéré au Front. J'ai adhéré au RN, mais très tardivement, hein, très tardivement. Bon, mais c'est l'action politique qui m'a désespéré. Moi, je suis arrivé au Parlement comme un bleu. Je croyais que j'allais retrouver les fantômes de Jaurès, de Gambetta, tu vois, de Clémenceau. Bon, je me suis dit, oh, c'est là le temple de la démocratie, tu vois. Bon. Donc, pire connerie de votre vie. La pire connerie de ma vie. Ne faites pas de politique. Et encore, vous n'étiez pas sur la bordélisation d'aujourd'hui. Ah mais aujourd'hui je suis devenu fou, attends. Mais qu'est-ce qui vous a déçu? C'est quoi? Ça veut dire que c'est l'inaction du député? C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire? Mais tu ne sers à rien, tu parles dans le vide, ils font semblant d'écouter, ils n'écoutent pas les mecs qui sont sur leur téléphone, les plus virils regardent des trucs porno, les moins virils font du tricot, bon tu sais plus où tu es, quoi. Attends, non mais tu sais plus où tu es. Et moi j'en ai vu arriver bourré, mais complètement bourré. Comme c'est terrible de ce que vous dites. De la buvette de l'Assemblée? Ah oui, j'en ai vu arriver bourré. Ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, moi, il m'est arrivé aussi d'arriver un peu gai, parfois. Quand vous avez dû croiser des parlementaires au niveau. Ah oui, mais des grands législateurs. Non, mais il y avait encore quand j'y étais, par exemple, l'ancien président de la commission des lois, je me souviens plus de son nom, j'en suis désolé, qui a eu des amendements judiciaires qu'il n'aurait pas mérité.
qui a été garde des Sceaux, je ne me trouve plus son nom malheureusement, était très bien. Burvois, merci, voilà. Était très bien, un type remarquable, d'un haut niveau, d'une culture juridique. Charles de Courson. Charles de Courson, remarquable, mais remarquable. Un jour, je suis allé au restaurant de l'Assemblée avec un moine en bure, revêtu de sa tenue de moine. Je me suis dit, là, mon vieux, tu vas faire de l'effet. Bon, effectivement, c'était sous le règne de Hollande, on avait une assemblée de gauche. Quand je suis rentré dans le restaurant avec mon moine, j'ai senti que tous les députés socialistes m'exorcisaient. C'était bon. Le seul qui est venu nous saluer, c'est de Courson, qui a eu la noblesse de venir. Sinon, tous les autres, se tenaient à distance, comme si j'avais été avec un lépreux qui n'aurait pas rencontré le Christ. Bon, c'était... Non, mais vraiment, il faudra... Du reste, je pense qu'il y aura un tome 3... sur la politique. Où je vais raconter tout ça. Parce que vous parlez de l'alcool, mais on a aussi parlé de la drogue avec ce député. Ça, je n'ai pas vécu, ça. Ça, vous l'avez pas vécu. Ça, honnêtement, honnêtement, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu, mais ce que j'ai vécu, moi, c'est un délabrement intellectuel, voilà. Après, vous aviez quand même le contact à la circonscription, aux citoyens. Ah, mais ça, j'adorais, mais en tant qu'avocat, tu penses bien que je l'avais. Ça, je l'ai toujours connu, moi. Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit précédemment, dans l'absence de représentativité du peuple par, justement, ceux qu'on élit pour nous représenter. Et vous dites, je sais où ça va finir, mal. Mal, oui. Mal, mais ça veut dire à quel point mal? Ça veut dire, vous imaginez une insurrection, quelque chose de aussi radical? Écoutez, tous les grands historiens emploient un terme pour qualifier la Révolution française, de droite ou de gauche, ils arrivent à se retrouver là-dessus, ils parlent du ressentiment. Le ressentiment. Aujourd'hui, où que l'on aille, on perçoit ce ressentiment. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui, on est d'accord, voilà. Oui. Bon, c'est pas un hasard si tout le monde dit il y a du ressentiment partout, mais partout. Alors il y a le ressentiment de gauche, il y a le ressentiment de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Bon, mais ce ressentiment, il faut bien qu'il se traduise à un moment donné dans une réalité explosive. Il peut pas être contenu. C'est humainement pas possible. Un cocktail de frustration, de blessure, le fait de ne pas se sentir considéré. Voilà. Ça, c'est terrible. Oui, Gauthier Lebret. Et est-ce que vous sentez, parce qu'aujourd'hui, l'élite ne veut plus aller en politique, parce que vous dites que c'est un enfer, parce que vous êtes épié, vous devez tout déclarer, vous pouvez être brisé par Mediapart du jour au lendemain. Et puis les banques, attends, tu reçois un chèque de 1000 euros du ministère de la Justice, par exemple, qui te paye... les députés sont pas assez payés? Non, c'est pas ça, contrôlez. Attends, pourquoi avez-vous reçu un chèque de 1000 euros pourquoi avez-vous fait un chèque de 500 euros alors qu'il y a marqué plombier dessus, Jean Dupont, plomberie, tu vois. Pourquoi vous... Attends, tu es contrôlé en permanence. On pourrait s'en féliciter aussi. Attendez, mais les escrocs, franchement... Vous êtes fliqués. Franchement, le vrai escroc, vous croyez qu'il va être... Qui va déposer son chemin. Ce que vous dites, ça me fait penser à la belle-fille de Bernard Tapie qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, qui dit la pire erreur de son beau-père, Bernard Tapie, c'est d'être allé en politique. Oui. Est-ce que vous pensez que Éric Zemmour aurait dû ne pas y aller aussi? Ah vraiment, il n'est pas... Non, alors là, moi j'ai tellement été déçu par Éric que je ne veux pas en parler, parce qu'en même temps, si vous voulez, j'ai la souffrance de tout l'espoir que j'avais mis en lui, qui s'est transformé en déception, et je ne veux pas en dire du mal, parce qu'il ne le mérite pas en plus, il ne le mérite pas, mais il aurait dû rester à sa place de commentateur, où il était génial, voilà. Il y a des gens qui sont faits pour la politique, d'autres qui ne sont pas... Il est peut-être trop pyramidal pour aller faire de la politique, trop élevé pour aller faire de la politique. Ah, vous trouvez que il est quoi, c'est... Mais comment un essayiste, ce niveau-là, qui était vraiment sur l'analyse du monde politique, ses us et coutumes, a pu y aller comme il y est allé en pensant que ça allait se passer différemment. Voilà. Ouais, mais il a été entraîné. Il a été entraîné là-dedans, bien sûr. Un moment, je vais vous dire comment ça se passe, vous savez. Mais je vais le raconter dans mon livre. Un moment, c'est très simple. On parle beaucoup de toi, ces idées sont reprises tous les jours. À un moment, on lui dit, attends, il y a peut-être une dynamique autour de toi. Les gens. Il y en a eu une, Il y en a eu une. Moi, je l'ai suivi, la campagne. Il y en a eu une, octobre. Il avait tous les médias derrière lui. La folle envolée sondagière. Il passe quand même des plateaux de télévision au second tour de l'élection présidentielle. Dans les sondages au début. C'est quand même complètement fou. Pour ça, Et après, il y a eu des erreurs de stratégie. Après, il n'écoute personne. Attends. Je ne sais pas si vous l'avez fréquenté, mais c'est très difficile de lui faire entendre un avis. Il écoute une personne, voilà. C'est donc très difficile, après, d'essayer de lui... J'en ai connu d'autres comme ça, il n'est pas le seul. Mais moi, je trouve dommage, finalement, qu'il ait
il avait un tel rôle à jouer en dehors de la politique. Bon, mais il a cru comme moi, attention. Hein. Il a cru comme moi que c'était un chemin royal. Hein. Oui, puisque vous avez quand même quitté Marine Le Pen pour Éric Zemmour. Oui, absolument. Oui. Le pire en politique, comme dans d'autres activités, c'est quand vous ne vous entourez que de personnes qui vont vous dire au millimètre près ce que vous voulez entendre. Voilà, que personne ne peut vous dire, ce qui est le cas aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, là non, ça va pas. Voilà. Tu déconnes. Ou réévalue la situation. Quand vous vous entourez de personnes qui sont véritablement que des courtisans, c'est très... Moi, mes collaborateurs avaient une prime à la critique. Ah oui? Ah oui. Ah, c'est pas mal ça, Cyril. Oui. Non, Cyril, non mais vraiment. Non, mais Gilbert, je veux bien les Cyril, écouter, mais leur donner une prime, ça non. Ah si, il faut une prime. Une petite prime. Ah, une petite. Voilà, une toute petite. Gilbert, avant de vous libérer, parce que vous allez chez mon ami Jordan Deluxe. Vous en avez, vous, Cyril? Des personnes autour de vous qui vous disent là non? Qui me disent non. Oui, bien sûr. Oui, vous avez des personnes qui vous disent non. Très souvent, m'appelle. Attends, si on te critique pas, tu es foutu. Ah bah bien sûr, Gauthier Lebray me critique. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est pas le plus sévère. C'est un des plus sévères. Si. Dany est avec nous. Dany de Marseille. Dany, il nous reste 3 minutes avec Gilbert parce qu'on doit le libérer, Gilbert Collard. Il doit aller faire l'émission de mon ami Jordan Deluxe que j'embrasse. Dany, bonjour Dany. Bonjour Cyril, bonjour à votre équipe et bonjour maître. Alors justement, Dany, on vous connaît bien, Dany, vous nous avez appelé la semaine dernière, vous êtes la conductrice de bus de Marseille. Qui avait, oui, et maître Collard était mon avocat. Exactement. Ah oui. Vous voyez de qui on parle, Gilbert? Oui, très bien, la pauvre qui a été payée, Dany. qui a reçu 1 euro par... Vous êtes gentil, maître, c'était 10 centimes. 10 centimes, voilà, oui. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ah, non, mais ça, je m'en souviens. Vous voyez, le temps a passé, je ne l'ai pas oublié. Hein. C'est incroyable cette histoire. J'ai tellement été humilié pour vous que je ne l'ai pas oublié. Hein. Dany, c'est vrai que votre histoire est folle. Hein. Mais vous savez, maître, vous disiez que la France est foutue. Moi, je pense que ça fait bien longtemps qu'elle est foutue. Parce que ça fait déjà presque 20 ans. Et rien n'a changé. Au niveau de l'excuse de minorité, il y avait 8 agresseurs, 2 de moins de 18 ans et 6 de moins de 16 ans. L'excuse de minorité a été retenue, alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient prémédité le geste, ils avaient fait un plan de bus et ils distribuaient le rôle. Vous vouliez en finir d'ailleurs, maître, avec l'excuse de minorité vous. Ah, moi je veux la supprimer complètement. Oui. Complètement? Ah, complètement. Il n'y a pas de palier d'âge? Non, c'est terminé, attendez. C'est terminé. C'est devenu maintenant un argument de vente bien sûr. dans le trafic de stupéfiants. Exactement, oui. On fait travailler les mineurs parce qu'on sait que la peine sera forcément légère. Moindre. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez de plus en plus de délinquants âgés de 15 ans, 16 ans, 14 ans. Parce qu'on les recrute. Ils font les choufs. On les recrute sur la base de l'âge. Bien sûr, bah oui. Mais moi, vous savez, j'ai été l'avocat du fils, du père du petit Bourga qui a été tué à Marseille d'un coup de couteau. Et on a appelé le médecin des environs en lui disant, il y a un gosse qui est en train de mourir, venez vite. C'est le père qui est arrivé sur son fils mourant. Et quand on a plaidé l'affaire, l'assassin a été condamné à 4 ans de prison. Vous vous rendez compte? Et les policiers de l'escorte m'ont raconté que lorsqu'ils redescendaient l'assassin au geôle, il se marrait. Ah, bien sûr. Alors que devant le président, il avait pleuré en disant qu'il regrettait. Il avait pleuré. Et les policiers sont venus me voir et m'ont dit, mais maître, on est écœurés. Ah oui. Écœurés, vous vous rendez compte? Pendant qu'on le descendait au geôle, se foutant de notre gueule, il se marrait. Alors, l'affaire Bourga, oui. Je ne sais pas à quand ça remonte, ça doit faire 15 ans, 20 ans à peu près. Bon. Donc, vous avez raison, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais tant qu'on ne renoncera pas au droit des mineurs tel qu'il est, et tant qu'on ne modifiera pas la structure de la protection de la jeunesse, on n'en sortira pas. Mais maître, je regrette que vous regrettiez votre passage en politique, parce que j'estime que des hommes comme vous, ayant été au contact, peuvent apporter, parce que quand Macron a instauré la société civile et que ces soi-disant députés sont arrivés, ils sont analphabètes, ils n'ont aucune culture, ils n'ont aucune prestance. Moi, quand je les regarde à l'Assemblée, je dirais pas qu'ils sont en jogging, mais presque.
Oui. Donc c'est pas ça que j'attends de mon pays. Oui. Et donc évidemment, comme ils attisent la haine, ils ne s'occupent pas des problèmes principaux. Oui. Alors vous me contredirez pas, je pense, mais j'ai toujours entendu dire que l'homme ou la femme le plus puissant de France était le juge d'instruction. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de poursuite sur leurs allégations et leurs dires. Merci. Vous avez raison. Merci Dany d'avoir été avec nous. Je vous embrasse. Hein. On vous embrasse fort, Dany. Merci. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci Dany. Bon, hein. Merci Dany. Indéfendable mémoire, c'est le livre de Gilbert Collard. J'aimerais qu'on dise. T'as encore des centimes, on l'a donné. 10 centimes. Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. On est mieux ici qu'à l'Assemblée. Merci. Voyons pas. Merci. Et pourtant, vous savez, il y a des communistes ici aussi. Mais mon meilleur pote à l'Assemblée, c'était un communiste. Voilà, voyez ou pas. C'est qui? Je vais pas le balancer. Merci Gilbert Collard. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. Bien entendu, sur Europe 1. Et vous nous appelez 01 80 20 39 21 tout de suite.